Ma sœur a annoncé à Thanksgiving, maman et papa me lèguent la maison. Tu n'as rien. Tout le monde a acclamé. J'ai souri et j'ai dit, papa, devrais-je leur dire, ou le ferez-vous? Sa fourchette est tombée. Ma sœur a hurlé. Nous dire quoi? À Thanksgiving, ma sœur s'est levée, a tapoté son verre et a annoncé, comme si elle acceptait un prix, maman et papa me cèdent la maison. Émilie n'a rien. La pièce a éclaté de joie. Des acclamations, des sifflements. Quelqu'un a même crié, il était temps. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas scié. J'ai simplement souri, de ce sourire que l'on a quand une tempête éclate, mais que l'on sait déjà que le toit est à eux, pas à vous. J'ai posé ma fourchette. Papa, ai-je dit doucement. Est-ce que je leur dis, ou est-ce que tu le fais? Son visage est devenu blême. Ma sœur s'est figée. Et à cet instant, tout le monde a su que quelque chose allait se passer. Avant de vous raconter ce qui s'est produit après ce silence, dites-moi, d'où m'écoutez-vous ce soir? Cela aide de savoir qu'il y a des gens, quelque part, qui ont survécu à des familles comme la mienne. Je m'appelle Émilie Nolan, et si vous aviez rencontré ma famille avant ce Thanksgiving, vous auriez pu penser que nous étions proches. Le genre de cliché du Midwest que les gens affichent sur les cartes de vœux, avec des pulls assortis, souriant devant un sapin, prétendant ne jamais élever la voix. Mais les familles comme la mienne ne se brisent pas de manière bruyante et évidente. Elles se fissurent en silence, dans les petits choix, dans la façon dont on écoute certains et on en ignore d'autres. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans cet espace silencieux où les gens ne vous remarquent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Jenna, ma sœur cadette, n'a jamais connu cet espace. C'était la favorite. Brillante, bruyante, pleine de charme. Le genre de fille que les proches adulent lors des réunions, la qualifiant de « naturelle » et des « étincelles ». Je ne la détestais pas pour ça. J'ai simplement appris très tôt que je devrais construire ma vie par moi-même, car rien ne me serait jamais donné comme ça l'était pour elle. En grandissant, j'ai regardé mes parents déverser leur attention sur Jenna, comme si elle était une plante qui nécessitait un arrosage constant. Des cours de danse, des camps d'été, des leçons particulières, des choses pour lesquelles on me disait que nous n'avions pas les moyens quand je demandais. Plus tard, quand j'ai déménagé à Chicago pour le travail, ils ont qualifié cela d'égoïste, comme si choisir l'indépendance signifiait que je les abandonnais. Pendant ce temps, Jenna est restée proche, passant chaque week-end, se glissant dans ce petit moule parfait qu'ils avaient sculpté pour elle. Pourtant, je continuais à rentrer pour les fêtes, principalement pour ma grand-mère. Evelyn Nolan, un esprit vif, des cheveux d'argent, la seule personne de la famille qui me regardait avec une réelle fierté. Quand elle me serrait dans ses bras à la porte, cela ne semblait pas être une obligation. C'était comme être vue. Elle me tapotait la joue, me murmurait quelque chose comme « Tu es plus forte qu'il ne le pense ». Puis, elle retournait s'asseoir dans son fauteuil, comme si elle ne venait pas de me donner assez de carburant pour tenir une autre année. Ce Thanksgiving semblait étrange avant même de commencer. L'air dans la maison était différent. Épais, plein d'attente, comme si tout le monde avait été mis dans le secret, un secret que je n'étais pas censé entendre. Maman s'affairait dans la cuisine avec ce sourire crispé qu'elle arbore quand elle cache quelque chose. Papa ne croisait mon regard que pour une seconde. Jenna n'arrêtait pas d'épousseter sa robe, même si elle était parfaitement propre. Et quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai remarqué une autre chose. Une chaise vide à côté de la mienne manquait. Pas déplacée, pas mise de côté, disparue. J'aurais dû savoir à ce moment-là. On pourrait penser que la chaise vide aurait été un avertissement suffisant, mais dans ma famille, les signes sont toujours silencieux avant d'exploser. Je me suis assise quand même, lissant ma serviette sur mes genoux, prétendant ne pas remarquer comment les conversations s'éteignaient chaque fois que j'entrais dans la pièce. Elle devenait plate pendant une seconde, comme si quelqu'un avait appuyé sur « muet », puis reprenait avec des rires forcés dès que je passais. Jenna flottait comme la star de son propre défilé, vérifiant la disposition de la table, ajustant les angles du centre de table, chuchotant de petites choses à maman qui les faisait sourire toutes les deux. De temps en temps, elle me regardait avec un sourire pincé, poli mais vide, comme si j'étais une collègue qu'elle tolérait à peine. Ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, Jenna et moi étions juste deux enfants, partageant une chambre, nous passant des mots sous la porte quand nous étions censés dormir. Elle me tressait les cheveux, volait mes pulls, me suppliait de la conduire partout une fois que j'ai eu mon permis. Mais quelque part entre le lycée et l'âge adulte, quelque chose a changé.
Elle s'est glissée confortablement dans le rôle que mes parents avaient construit pour elle, la fille en or, la fille parfaite, tandis que je glissais doucement hors du cadre. L'affaire de la maison a commencé 6 mois plus tôt, bien avant l'annonce de Thanksgiving. C'était un samedi humide de juin lorsque maman a appelé, me demandant de venir à la maison pour quelque chose d'important. Pas de détails, pas d'avertissement. Quand je suis arrivé, ils m'ont conduite directement à la table de la salle à manger, la même table où tout allait plus tard s'effondrer. Papa avait un dossier posé comme pour une présentation. Maman souriait si fort que son visage semblait lui faire mal à force de s'étirer. « Chérie, comment ça papa, nous refinançons la maison. Juste une simple signature, de meilleur taux. Tu n'auras à te soucier de rien. » Même alors, quelque chose en moi s'est tendu. Ma famille ne me demandait jamais d'aide à moins d'avoir besoin de plus que ce qu'ils étaient prêts à admettre. J'ai feuilleté les papiers, le cœur battant, en essayant de comprendre les chiffres. Quelque chose n'allait pas. Trop de pages, trop de montants noircis, trop d'explications précipitées. Puis-je les emporter avec moi, ai-je demandé, en gardant une voix égale. Mon avocate peut les regarder. Le silence qui a suivi m'a tout dit. Le sourire de maman a vacillé. Papa a refermé le dossier trop rapidement, comme s'il regrettait de l'avoir mis devant moi. C'est juste une formalité, a-t-il insisté. Pourquoi compliquer les choses? Mais j'ai pris le dossier quand même. De retour à Chicago, mon avocate a parcouru les papiers, les sourcils se haussant à chaque page. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas temporisé. Elle m'a appelé le lendemain matin. Ce n'est pas un refinancement, a-t-elle dit. C'est un transfert de responsabilité. Si vous signez, vous êtes responsable de leur dette. Une dette? J'avais regardé le téléphone, abasourdi. Quelle dette? Elle a expliqué lentement, soigneusement. Une deuxième hypothèque, des mois de paiement manqués, des lettres de saisie, des choses dont j'ignorais même l'existence. Et au moment où j'ai compris, quelque chose en moi s'est verrouillé, pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus froid, de plus stable. 2 mois plus tard, papa a de nouveau appelé, cette fois pour demander de l'argent. Pas un prêt, pas de l'aide, de l'argent. Il a dit que c'était pour les frais médicaux de maman. Mais quand j'ai proposé de payer l'hôpital directement, il s'est effondré. L'histoire a changé. La vérité a fuité. Retard de paiement, échéance, désespoir. Et maintenant, assise à cette table de Thanksgiving, regardant Jenna briller sous l'attention de tous, le poids de ces 2 mois me serrait les côtes. Il ne lui donnait pas la maison. Il lui donnait la dette. Et il s'attendait à ce que je m'assoie tranquillement à côté d'elle pendant que ça se produisait. Au moment où novembre est arrivé, le secret était entre mes parents et moi comme un fil sous tension. Nous ne parlions pas des papiers que j'avais refusé de signer, ni de l'appel où papa avait avoué la vérité. Nos conversations se sont réduites à des nouvelles sur la météo et des questions sur le travail, comme si de petites conversations pouvaient couvrir un cratère. Il ne savait pas que j'avais fait plus que refuser. J'avais consulté les registres de propriété moi-même. Je connaissais la deuxième hypothèque, les intérêts qui les dévoraient, l'horloge de la saisie qui tournait déjà. Ils se noyaient et essayaient d'entraîner quelqu'un d'autre avec eux. Au début, je pensais que cette personne avait toujours été censée être moi. J'étais celle avec un emploi stable à Chicago. Pas d'enfant, la personne qu'ils voyaient comme un filet de sécurité auquel ils avaient droit. Leur dire non, c'était comme apprendre une nouvelle langue qui avait le goût de la culpabilité. Puis Jenna a commencé à publier des indices en ligne, des légendes sur de grands changements, des photos sur le porche avec nos parents, des blagues sur le fait d'être prête à devenir propriétaire. Chaque publication était comme une autre pièce qui se mettait en place. Une semaine avant Thanksgiving, maman a appelé pour s'extasier sur le fait que Jenna était excitée à l'idée de recevoir plus souvent une fois les choses réglées avec la maison. Elle l'a dit à la légère, comme si la maison était un doux héritage, pas une bombe qu'ils emballaient dans un ruban. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'espérer qu'ils régleraient ça eux-mêmes. Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti un dossier et j'ai commencé à le remplir, des copies des paiements en retard, des avis, les pages de résumé qui montraient exactement à quel point ils étaient endettés. Je ne prévoyais pas de les humilier. Je prévoyais de m'assurer que personne ne pourrait dire qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient. Le matin de Thanksgiving, je suis revenu avec ce dossier dans mon sac et un nœud à l'estomac. Une partie de moi voulait encore croire qu'il me prendrait à part, admettrait que le plan était allé trop loin. Au lieu de cela,
maman m'a accueilli à la porte avec une étreinte serrée qui sentait le parfum et l'attention. « Tu es magnifique », a-t-elle dit. « Jenna va être si heureuse que tu sois là. » La façon dont elle a dit « Jenna », pas « nous », m'a tout dit. À l'intérieur, la salle à manger était dressée. Des rallonges à la table, des verres brillants, chaque chaise occupée sauf la mienne. Ma grand-mère a croisé mon regard depuis sa place habituelle et m'a fait un petit signe de tête, comme si elle en savait plus qu'elle ne le disait. En me glissant à ma place, ma main a effleuré le bord de mon sac. Du papier contre de la toile, une preuve contre un déni. S'il transformait ce dîner en spectacle, j'en avais fini de jouer la figurante silencieuse. Quand ma sœur s'est levée et a tapoté son verre, je savais déjà que j'allais assister au lever de rideau d'une performance qu'ils avaient répétée sans moi. Jenna se tenait là, rayonnante, ses cheveux parfaitement bouclés, le collier que notre grand-mère lui avait offert captant la lumière, comme s'il avait été choisi spécifiquement pour le moment qu'elle s'apprêtait à voler. « Maman et papa me cèdent la maison », a-t-elle annoncé, sa voix assez claire pour porter au-dessus de chaque assiette et de chaque verre. Émilie n'a rien. La pièce a éclaté avant même que le sens de ses paroles n'ait pu être assimilé. Des acclamations, des applaudissements nourris, quelques sifflements, et ce genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent soutenir quelque chose de bien. Quelqu'un a même tapé dans le dos de papa. Ma mère a tamponné le coin de son œil comme si elle assistait à des fiançailles. Je n'ai pas touché mon verre. Je n'ai même pas scié. J'ai juste regardé Jenna et j'ai souri. Pas un sourire large, ni chaleureux, le genre de sourire qui porte le poids de tout ce que vous ne dites pas encore. Puis j'ai baissé ma fourchette sur mon assiette et j'ai demandé à papa, « Est-ce que je leur dis, ou est-ce que tu le fais ?» L'effet a été instantané. C'était comme si mes mots avaient coupé un fil. La pièce est tombée dans un silence si lourd que je pouvais entendre le tic-tac du radiateur. La main de papa a glissé. Sa fourchette a heurté l'assiette avec un cliquetis métallique qui a résonné. L'expression de Jenna s'est crispée. Nous dire quoi? Autour de nous, les proches se sont penchés en avant, flairant le drame. Ma grand-mère a expiré brusquement, comme si elle avait attendu que quelqu'un, n'importe qui, arrête de prétendre que tout allait bien. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le dossier et je l'ai posé devant moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai juste laissé là, reposant comme une menace silencieuse. Avant de célébrer le fait que Jenna obtienne la maison, ai-je dit calmement, vous devriez probablement connaître l'état dans lequel elle se trouve. Papa a tenté de se reprendre. Émilie, pas ici. Pourquoi pas, ai-je demandé. Vous n'étiez pas gêné quand vous avez décidé de la lui céder sans lui parler de la dette. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont tues. Jenna s'est raidie comme si on avait tiré une ficelle à l'intérieur d'elle. Quelle dette a-t-elle lâché? J'ai finalement ouvert le dossier. Une pile de factures de paiement et d'avis de retard nous regardait. J'ai fait glisser une page vers l'avant, la ligne de résumé en gras. Ils sont en retard sur les paiements, ai-je dit, sur 2 hypothèques. La seconde a été contractée sans en informer personne. Ils sont à quelques mois de la saisie, peut-être quelques semaines. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Papa a rougi. Jenna a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, la voix montant. Il me l'aurait dit. T-on-il dit, ai-je demandé, les yeux fixés sur les siens, que la maison vient avec plus de 100 000 $ de dette? Que si tu signes ces papiers, tu es responsable de chaque paiement en retard et de chaque pénalité. Quelque chose s'est fissuré dans son expression. Le doute s'est insinué. Papa a essayé à nouveau. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est, Émilie. Nous nous en occupons. Vraiment? J'ai brandi une autre page. Parce que celle-ci dit que la banque n'est pas convaincue que vous vous en occupiez. Il s'était lancé en avant, comme s'il pouvait m'arracher le papier des mains, là, devant 20 témoins. Je l'ai retiré avant qu'il ne puisse le toucher. Arrête, a supplié maman. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. Pourquoi pas, ai-je demandé. C'est vous qui avez choisi ce jour. Les proches ont commencé à s'agiter sur leurs chaises. Certains mal à l'aise, d'autres nouvellement curieux, quelques-uns ouvertement furieux d'être inclus dans ce spectacle auquel ils n'avaient pas été préparés. Ma tante Diane a été la première à parler. Daniel, a-t-elle dit sèchement. Est-ce que c'est vrai? Papa n'a pas répondu. Sa mâchoire était si serrée que j'ai cru qu'elle pourrait se briser.
Maman a enfoui son visage dans sa serviette. Jenna nous regardait, passant de l'un à l'autre. Mais ils ont dit que la maison était à moi. Ça n'a jamais été un cadeau, ai-je dit doucement. C'était une échappatoire pour eux. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter la dette. D'abord, ils ont essayé de me piéger. Quand ça n'a pas marché, ils t'ont choisi. Jenna se tenait figée dans sa robe à paillettes, tremblante. Son fiancé, Tyler, s'est légèrement écarté d'elle, comme s'il n'était pas sûr de devoir être associé à tout cela. Est-ce qu'elle ment, demanda-t-il à Jenna. Mes parents? Maman sanglotait. Papa ne levait pas les yeux. C'en était assez. Tyler a repoussé sa chaise et s'est levé. Vous m'aviez dit que la maison était payée. Vous aviez dit que nous aurions un nouveau départ. Jenna a tendu la main vers lui, mais il a reculé. Tu t'attends à ce que je, a-t-il dit, la voix tremblante entre la colère et l'incrédulité, commence une vie sur un navire qui coule? Tyler, s'il te plaît. Il a secoué la tête. Je ne me marie pas dans cette situation. La pièce a halté collectivement alors qu'il sortait, passant devant la dinde, devant mes parents stupéfaits, par la porte d'entrée, sans un regard en arrière. Les jambes de Jenna ont flanché. Elle est tombée sur sa chaise, les mains tremblantes, le mascara coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la petite fille qui se glissait dans mon lit après des cauchemars. Ce n'est pas ma faute, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas, je sais, ai-je dit tranquillement. Papa a frappé la table de la paume de sa main. Tu as tout gâché. Je l'ai fixé. Non, vous avez tout gâché à la minute où vous avez essayé de transmettre votre dette à vos enfants comme si c'était un héritage. Tu déchires cette famille, a sangloté maman. Elle était déjà brisée, ai-je dit. Je refuse simplement de continuer à balayer les morceaux sous le tapis. Un murmure a parcouru les rangs des parents. Accord. Déception. Jugement, le genre qui pique plus parce qu'il vient de témoins qui ont tout vu. Ma grand-mère s'est levée lentement, s'appuyant sur la table pour garder l'équilibre. Sa voix, bien que faible, portait plus d'autorité que celle de quiconque. Je vous ai mieux éduqué que ça, a-t-elle dit à mon père. Vos filles ne sont pas des canots de sauvetage dans lesquels vous pouvez monter. Papa s'est ratatiné. Maman a pleuré plus fort. Jenna m'a finalement regardé, les yeux vides. Qu'est-ce que je fais maintenant? La question a frappé plus profondément qu'elle ne le voulait. Pas parce que j'avais la réponse, mais parce qu'elle la posait enfin à la bonne personne. Pas aux parents qui avaient construit ces illusions, mais à la sœur qu'ils avaient mise de côté. Avant que je puisse parler, quelqu'un a frappé fort à la porte. Toutes les têtes se sont tournées. Le coup a retenti à nouveau, plus fort. Papa a froncé les sourcils. La porte s'est ouverte et une femme est entrée. Tailleur sobre, badge accroché à sa ceinture, expression calme, illisible. Monsieur et Madame Nolan? A-t-elle demandé. Je dois vous parler au sujet de vos dossiers d'hypothèque. La pièce a de nouveau éclaté, cette fois dans une vague d'incrédulité. Maman a failli s'effondrer. Papa est devenu blanc. Jenna s'est agrippée au bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Je n'ai pas bougé. Je suis juste restée assise, respirant lentement, regardant la vérité atterrir enfin là où elle devait être. Pourquoi est-elle là, a murmuré papa, la voix brisée. L'enquêtrice n'a pas scié. Nous avons reçu un rapport de possible inconduite financière. J'ai quelques questions. On aurait pu entendre une mouche voler. Personne n'applaudissait maintenant. Émilie, a sangloté maman. Dis-lui que tu as mal compris, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Pas encore, car la vérité ne faisait que commencer à se dévoiler. Lorsque l'enquêtrice est entrée dans la maison, tout ce qui avait maintenu mes parents ensemble a finalement cédé. Elle a posé des questions calmes et mesurées sur les paiements, les retards, les avis, la deuxième hypothèque, et chaque réponse qu'ils évitaient rendait la pièce plus petite. Les proches se sont éloignés d'eux comme s'ils reculaient devant un incendie. Jenna était assise, immobile, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle n'était plus en colère, juste vidée, comme si on lui avait enlevé toute sa couleur. Ma grand-mère se tenait derrière elle, une main posée sur son épaule, stable et silencieuse. Quand l'enquêtrice est partie avec les documents, un lourd silence est tombé sur la maison. Maman a essayé de m'atteindre. Papa a marmonné que je les avais embarrassés.
Ni les excuses ni les reproches n'ont eu d'effet. J'ai pris mon manteau. Jenna a murmuré, ne pars pas, je serai toujours là, lui ai-je dit. Simplement plus pour leur mensonge. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Mes parents ont été contraints d'affronter ce qu'ils avaient construit, couche après couche de secrets, d'excuses et de dettes. La maison a été mise en vente. Ils ont emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Fini les grandes annonces. Fini les illusions de l'enfant en or. Jenna a commencé une thérapie. Elle m'appelait souvent, parfois pour pleurer, parfois juste pour rester en silence au téléphone. Elle m'a dit qu'elle comprenait enfin pourquoi j'avais cessé de laisser nos parents parler pour moi. Quant à moi, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir il y a des années, dire la vérité n'est pas une trahison. La cacher, si. Et les familles construites sur le déni s'effondrent toujours, un jour ou l'autre. Si vous avez déjà dû vous tenir seul à une table pleine de gens qui prétendent vous aimer, dites-moi d'où vous écoutez. Et après avoir entendu mon histoire, qu'auriez-vous fait? Oh wow, that's a very manly bark. Just come on, you guys will be friends. Stop being dramatic. Ugh. Come on. Why is this dog so, like, masculine? You're going to die. Oh, maybe I need to expand my house. Oh, yeah, I would turn into John Wick. That's true. I would turn into John. If you touch my dog, well, let's just say I'm going to shoot you in the head. I'm going to craft my Glock and I'm going to shoot you in the freaking head. Okay, well, you just want to come on an adventure, I guess. That's fine. Okay, stay here. Let's go find a cat. I don't want to bring you with me, though. But I want you to come into my house. Okay, let's just expand. Let's just renovate. That's fine. I can do that. Damn! Like, oh my god. He needs a villa. That is actually true. He does need a villa. Yeah, he's like, I ain't broke. I ain't living in that damn house, boy. He knows his worth. I respect that, actually. Okay. I cannot get over the bark of this dog. It's actually kind of scary. Oh, crap. Oh, he likes it. He likes the dark wood. Just like him. Dark and mysterious. Okay, I see. I see. Let's do this. I actually don't like this dog. I don't like how it barks like that. Stop! Stop doing that! See, the other dog's cute. The brown dog is cute. The black dog is evil. Okay. Alright, this is perfect. He's gonna love this. If he doesn't like this, then he doesn't deserve to live here. Okay, come on. Come in. Come on. Dude. Come this direction. What are you doing? Come on. Yes. Yes. Oh my gosh, I am so happy right now. Come this way. Come on. Okay, get in the... Did I make him sit? Is that why? No. He hates it. He hates it. You're nicer than him. You're my favorite child. Don't let him... Don't tell anyone, though. He's got a bit of personality. Oh! And he's mogging the brown dog. Oh. He's personality mogging the brown dog right now. The brown dog literally doesn't give a damn. The brown dog doesn't give a gaff, even. Just like, chill as hell. Black dog? No. Just get in the damn house. Like, holy crap. Why are you not listening to me? Maybe you're just too fat. Oh! Oh, sounded a bit angry that time.
Is the door not wide enough for you? Because you're just that big? You're just that strong? Oh, okay. Cool. That worked. He needs to be put down? What the hell? Don't say that. Okay. Perfect, guys. Oh. Okay. How did I manage that? Genuinely, how did I manage that? Perfect. Oh. This is awesome. And I'm gonna sleep right here with my dogs protecting me. Oh. Okay. And I'm gonna put that there. Aww. You mean, yeah, like to put it down on the couch, like put it down on the bed to like cuddle with and stuff, right? You wouldn't mean anything else, right? Okay, now let me create a chest. I don't even have enough. Okay, why do I have nearly 30 sticks? Why did I do that? What the hell? Okay, whew. That was actually a bit stressful. I won't even lie to you. That was a little bit stressful.